Merci Jacques. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis très ému ce soir parce que j'ai eu l'occasion il y a de nombreuses années d'assister à la création de ce théâtre lorsque Jacques Ralite et la municipalité d'Aubervilliers ont décidé de créer avec Gabriel Garand ce théâtre. Et j'y suis revenu bien sûr, souvent pour voir des spectacles, mais jamais sur la scène. Et ce soir, ce que je voudrais, c'est partager avec vous un certain nombre d'idées, de faits expérimentaux sur le cerveau, comme a dit Jacques Glowinski. Je vais avoir des diapositives parce que les physiologistes montrent des images. Elles seront compliquées, mais je vais essayer de parler le plus simplement possible de ce cerveau qui est une machine si complexe. Nous prenons des décisions tous les jours, que ce soit les décisions pour la vie courante, des décisions plus importantes. Les gens en prennent pour nous, les financiers par exemple, prennent des décisions. Et le siècle qui a précédé a été le siècle de la raison. On a pensé représenter les gens par des équations, gagner la guerre du Vietnam avec des ordinateurs. La raison, on a pensé vraiment que l'homme était une créature rationnelle qui pouvait être uniquement considérée par la froide logique, disons, de la raison. Or, cette idée, elle a été contestée depuis toujours, mais plus particulièrement récemment. La question est, l'homme est-il vraiment un décideur rationnel ? Et tout le monde ici est bien convaincu que non. Nous savons tous que nous ne prenons pas nos décisions simplement avec la raison. Mais ça n'était pas évident si on consulte la littérature et si on voit la façon dont des grandes décisions ont été prises depuis assez longtemps. Et on a oublié en particulier l'émotion. On a oublié souvent la sensibilité, le corps en acte, l'émotion. Il y a actuellement un mouvement extraordinairement passionnant qui remet l'émotion au premier plan. Et c'est cela dont je vais essayer de vous parler pendant cette petite heure. Même chez les économistes, si on regarde les théories de l'économie depuis 100 ans, elles ont été en grande partie basées sur l'idée que l'homme était un décideur rationnel, l'homme ou la femme, pardonnez-moi mesdames. Eh bien non, même de grands économistes comme des prix Nobel ont dit des choses, je cite ici Reinhold Stelten, le principal courant théorique moderne en économie se fonde sur une notion irréaliste de la décision chez l'homme. Les agents économiques sont décrits comme des maximisateurs bayésiens, vous voyez les modèles mathématiques, de l'utilité subjective pleinement rationnelle. Cette conception de l'économie n'est pas étayée sur des bases empiriques. Et je voudrais vous rappeler que le prix Nobel d'économie a été donné à un économiste, mais aussi à Daniel Kahneman il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Daniel Kahneman, c'est un psychologue qui avait travaillé avec les économistes et qui a montré, il y a déjà 30 ans ou 40 ans, que l'homme n'était pas un décideur rationnel. Et depuis, ces découvertes ont été en grande partie oubliées. Et il est formidable qu'on lui ait donné le prix Nobel d'économie il y a 3-4 ans pour, d'une certaine façon, manifester cette idée qu'il fallait complètement revoir, peut-être refonder, au fond, une théorie du décideur rationnel sur de nouvelles bases. Alors, pour vous donner un petit exemple, vous n'allez pas pouvoir lire la prochaine diapo, évidemment, mais de la façon dont les gens ont analysé des processus de décision. Et bien voilà, on trouve dans la littérature des dizaines, des centaines, des milliers de pages avec des schémas comme ceci. Ici, c'est la décision de divorcer. Et il y a donc des schémas qui ont été faits qui essayent de rendre compte des processus cognitifs variés de cette décision rationnelle de divorcer. Mais vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on trouve quand même des petites boîtes où il y a marqué hésitation. Et donc là, je ne sais pas comment ils peuvent modéliser ça par des équations, mais c'est pour ça que, par exemple, on a vu arriver des modèles probabilistes, des modèles qui empruntent à la théorie de la probabilité. C'est-à-dire cette ignorance, d'une certaine façon, du fait que nous sommes des créatures qui ne sont pas seulement rationnelles, mais aussi qui prennent en compte des dimensions culturelles, émotionnelles, etc., se traduit par des petites boîtes dans lesquelles on voit apparaître ceci. Mais évidemment, tout ceci n'est pas tout à fait satisfaisant. Il faut donc, aujourd'hui, refonder une théorie de la décision. Alors c'est très arrogant de dire ça, et surtout pour un biologiste. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de refonder
avec des psychologues, des neuropsychologues, des médecins, des biologistes, des mathématiciens, des économistes aussi, et des philosophes, une nouvelle théorie de la décision en prenant en compte ce qu'est vraiment le cerveau de l'homme avec toutes ses dimensions culturelles, émotionnelles et cognitives. Et c'est ça le défi en quelque sorte. Et comme il y a des élèves des lycées ici, ben voilà votre défi pour les 50 ans ou 100 ans à venir, parce que ce n'est pas ce soir évidemment que je vais vous répondre à cette question, mais je vais vous montrer comment on peut essayer de réfléchir avec une certaine distance. Alors d'abord, à mon avis, la décision, ça n'est pas simplement quelque chose qui se passe ici, dans le contexte préfrontal, rationnel. C'est une propriété fondamentale du système nerveux de tous les animaux depuis qu'ils ont commencé à bouger. La perception et décision. Je vous montre cet arbre avec ce chien. Vous ne voyez pas 2 morceaux de chien. Vous voyez 2 morceaux de chien, mais vous percevez un chien derrière un arbre. Votre cerveau décide, interprète, analyse cette image comme représentant un chien derrière un arbre. Déjà, vous voyez que la perception n'est pas simplement liée à ce que le monde vous donne. Le cerveau ne se contente pas de recevoir des informations, il projette sur le monde ses interprétations, ses hypothèses. C'est une des composantes, en quelque sorte, sur lesquelles je vais insister. Le cerveau invente aussi des formes qui n'existent pas. Vous percevez ici un triangle, ici un rectangle, ici une ligne courbe qui n'existe pas. C'est votre cerveau qui, en raison de la façon dont il interprète le monde, va décider. Vous voyez, je tords un peu le concept, mais c'est une façon de vous proposer cette idée que le cerveau projette sur le monde ses hypothèses et que nous n'avons pas simplement une machine qui perçoit passivement le monde. Le cerveau est tellement habitué à projeter sur le monde ses hypothèses et à prendre des décisions, quelle que soit la nature du monde extérieur, du monde physique, qu'il fait même des transformations remarquables. Si je vous demande, est-ce que ces 3 cylindres à gauche ou ces 2 petites créatures à droite sont de même taille, vous répondrez sans doute tous non. Or, si je vais vers l'écran et que je mesure sur l'écran la taille de ces 3 cylindres et la taille de ces 2 petits monstres, sur l'écran, ils ont exactement la même dimension. C'est parce que, compte tenu du contexte géométrique dans lequel ils se promènent, le cerveau veut symétriser, analyse le monde d'une certaine façon, que vous percevez ces objets comme n'ayant pas la même taille. Moi, j'appelle ça le terrorisme de la perception. Le cerveau impose au monde des règles d'interprétation qui, évidemment, sont aussi des règles qui conduisent à des erreurs. Et des erreurs majeures si vous transposez ça au monde de la logique, de la réflexion et de la décision. Voici comment on peut être amené à ne pas percevoir le monde tel qu'il est. Autre exemple fameux, les psychologues de Ames, en Californie, il y a très longtemps, ont fait une très jolie expérience. Ils ont construit une petite chambre avec un toit en pente. Donc c'est une chambre en bois avec un toit en pente, vous voyez, il n'est pas horizontal. Et puis on regarde par un petit trou de l'extérieur, donc on se met à l'extérieur et on regarde par un petit trou à l'intérieur de cette chambre. Et voilà ce que le cerveau perçoit. Le cerveau aime tellement la symétrie qu'il perçoit cette chambre qui n'est pas cubique comme cubique. Et si dans cette chambre on met 2 petites filles qui ont exactement la même taille, ils vont faire comme vous, ils vont percevoir ces 2 petites filles comme étant des tailles différentes. Autrement dit, voilà ce que le cerveau perçoit alors que la réalité est là. Autrement dit, notre cerveau impose vraiment au monde des règles d'interprétation, et si vous transposez ça à d'autres fonctions, la réflexion logique, pas seulement la perception de l'espace, vous voyez à quel point nous pouvons prendre des décisions en fonction d'une interprétation du monde qui est complètement déformée par rapport au monde que nous avons en face de nous. La décision. La décision est aussi une propriété fondamentale du cerveau pour l'action. Exemple, et depuis longtemps, un petit poisson. Quel est le problème principal d'un poisson ? C'est, lorsqu'il y a un gros poisson qui veut le manger, c'est de fuir. Le problème, c'est où faut-il fuir ? Il a très peu de temps pour fuir, à gauche ou à droite. Eh bien, il y a chez les poissons, dans leur tronc cérébral, ici, un neurone absolument extraordinaire qui a été étudié par notre ami Henri Korn et Don Faber et Antoine Triller, qui est à l'école normale maintenant. Ce neurone est un des plus gros neurones qu'il y ait dans le cerveau. Il fait une fraction de millimètre, donc ce qui est énorme pour un neurone. Et c'est le neurone qui va commander la fuite du poisson à gauche ou à droite.
Ce neurone est donc fondamental pour la survie du poisson. Il ne faut pas qu'il se trompe. Or, nos collègues neurobiologistes ont montré que ce neurone a à peu près toutes les propriétés qu'a notre cerveau lorsque nous prenons une décision. D'abord, il commande une action, mais en même temps, il perçoit le monde extérieur, la vision, etc. Il connaît aussi l'état interne de l'animal, il en connaît les composantes neuromodulatrices, le système de dopamine, etc., qui régule l'activité, et il a aussi une mémoire du passé. C'est-à-dire qu'il va prendre des décisions en fonction de ce qui est déjà arrivé à ce petit poisson. Donc il y a là déjà, dans ce neurone, inventé très tôt dans l'évolution, toutes les grandes composantes de ce qui est la décision, la prise d'information, la mémoire du passé, l'état émotionnel à un moment donné, et en quelque sorte la prise de risque. Donc vous voyez, c'est une chose qui a été inventée. Autre exemple, un peu plus tard dans l'évolution, le crapaud. Alors le crapaud, lui, son problème, il est un peu plus compliqué. C'est manger ou être mangé. C'est le cas du poisson d'ailleurs aussi. Mais le crapaud a un problème qui consiste à décider entre attraper une créature, quelque chose qui bouge, ou fuir. Et en gros, ce qu'ont montré nos collègues neurobiologistes, c'est qu'il y a dans le cerveau du crapaud 2 réseaux de neurones tout à fait remarquables, pas si simples, mais quand même assez simples, qui font une distinction. Lorsque le crapaud voit quelque chose qui est long et qui se déplace dans le sens de la longueur, pouf, il le mange. C'est un ver de terre. Lorsque le crapaud voit quelque chose qui est large et dont la taille grandit, il fuit. C'est un vautour. Ces 2 systèmes neuronaux ont à l'entrée 2 analyseurs visuels qui simplement détectent un objet long qui se déplace dans le sens de la longueur ou un objet qui... et ils sont évidemment, autre aspect fondamental de la décision, ils s'inhibent l'un l'autre. Parce qu'on ne peut pas à la fois fuir et manger. Et l'inhibition, la compétition en quelque sorte, est aussi un des éléments fondamentaux de la décision. Quand on prend une décision de faire quelque chose, on ne fait pas autre chose. Vous avez pris la décision de venir ici à l'heure du dîner. Peut-être vous avez dîné avant, mais en tout cas, vous avez pris la décision de retarder votre dîner. Et ceci est très bien montré par cette petite expérience, qui est très jolie. J'ai un petit film, mais je n'ai pas pu l'apporter. On fait déplacer devant le crapaud un petit morceau de bois. Et alors, c'est tout à fait merveilleux parce qu'on voit le crapaud qui est là, qui regarde le petit morceau de bois qui arrive. Et à un moment donné, on a l'impression vraiment qu'il réfléchit beaucoup. Et puis, il capture le morceau de bois, bien que ça ne soit qu'un morceau de bois. Donc, la décision est déjà présente chez tous les animaux. Et puis, il s'est produit quelque chose de tout à fait extraordinaire dans l'évolution, qui culmine chez nous. C'est l'apparition, en plus de ces systèmes de traitement de l'information, qui sont des systèmes par lesquels les capteurs sensoriels considèrent ce qu'il y a dans le monde. Il y a des astuces qui ont été aussi découvertes très tôt, qui s'appellent la décharge corollaire, qui font qu'avant même qu'une action soit faite dans l'environnement, le cerveau envoie une copie, en quelque sorte, de l'ordre moteur qu'il va donner pour informer la perception. Un petit peu comme, éventuellement, si vous décidez d'aller quelque part, vous téléphonez à quelqu'un en disant « Tu sais, je vais me rendre à tel endroit ». Donc il y a toute une série de mécanismes qui ont été découverts, mais quand même, ces mécanismes lient d'une certaine façon notre cerveau à l'environnement. On fonctionne en boucle. Nous sommes, si on était comme ça, on serait sans cesse en train de réagir à l'environnement et de prendre des décisions dans un flux du vécu en quelque sorte. Eh bien, au cours de l'évolution, a été inventé un autre mode de fonctionnement qui est un mode interne dans le cerveau qui permet de simuler l'action sans l'exécuter. C'est-à-dire que nous avons dans notre cerveau des cartes du monde, des représentations neuronales des propriétés de nos membres, même nous l'avons montré dans le laboratoire avec des expériences dans l'espace, avec les cosmonautes, des représentations et des modèles des lois de la gravité, par exemple. Donc nous avons le moyen de simuler l'action complètement sans information. Et le plus bel exemple est le rêve. Je ne sais pas si vous rêvez beaucoup, mais pendant le rêve, moi je rêve énormément, et pendant le rêve, nous avons une vie qui, au fond, est tout à fait naturelle. On porte des valises, on prend le train, etc. Or, nous sommes complètement coupés du monde.
Nous n'avons pas d'informations sur le monde. Notre cerveau est capable de simuler, c'est ça le sens du mot simuler, c'est pas le mot représenter, il simule complètement le monde, notre corps, les événements, etc., même quand il n'y a pas d'environnement. C'est aussi le cas des membres fantômes. Vous savez que si on coupe un membre, les gens qui ont un membre fantôme peuvent très bien le percevoir, même en mouvement, etc. Donc au fond, nous sommes deux, nous avons notre corps vrai, notre cerveau, et puis nous avons dans notre cerveau la capacité de complètement simuler le monde, ce qui donne en pathologie des hallucinations, etc. Donc il faut, autrement dit, la décision est une propriété fondamentale du système nerveux, apparue depuis très longtemps, qui est en réalité une hiérarchie de mécanismes, depuis les décisions les plus élémentaires qu'on fait lorsqu'on doit franchir un obstacle, jusqu'à ces décisions plus importantes liées à la culture, à la prise en compte du passé, etc. Et je voudrais vous montrer vous faire une expérience avec nous, ce soir, avec moi, sur une décision importante, ce que vous êtes en train de faire, qui est la décision de regarder. En effet, lorsque vous regardez cet écran, vous pouvez décider de me regarder votre voisin, votre voisine ou l'écran. Et Yarbus, à Moscou, il y a très longtemps, a mesuré les mouvements des yeux pendant qu'on regarde. Alors, vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu jusqu'à ce soir, mais nous ne faisons pas des mouvements des yeux continus. Lorsque nous regardons l'environnement, notre œil fait des petits sauts d'un endroit à l'autre, et je vois tous vos yeux qui sautent. Ça s'appelle des saccades oculaires. C'est très rapide. C'est des petits sauts du globe oculaire qui vont et qui font un véritable petit chemin. Et ce chemin, par exemple, qu'on fait lorsqu'on regarde un tableau ou lorsqu'on regarde un visage, ces sauts, hop, 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 que vous faites quand vous regardez le visage, dépendent de ce que vous cherchez. Ils dépendent, si je vous dis, est-ce que cette jeune fille a des boucles d'oreilles, est-ce que ces personnes sont fâchées, est-ce qu'il y a de jolis meubles, etc. Eh bien, le cheminement que vous ferez va dépendre de vos intentions. Donc, ces mouvements des yeux dépendent très fortement aussi de vos intentions, de votre mémoire, de votre culture. Donc, c'est un tout petit mouvement, mais qui est un mouvement extraordinairement intéressant, parce qu'à la fois, il est contrôlé par des mécanismes très automatiques. Si tout d'un coup, il y a un bruit ou quelqu'un qui apparaît à droite, j'aurai éventuellement un mouvement de l'œil très rapide, réflexe, qui est fait par des circuits sous-corticaux, automatiques. Et puis, il y a ces mouvements que vous pouvez faire. Vous pouvez même maintenant fermer les yeux et imaginer cette image et vous promener en regardant cette image. Autrement dit, il y a aussi la capacité de contrôler, de commander. C'est un très, très joli modèle de fonctionnement du cerveau. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que, bien sûr, tout ça est contrôlé par la cognition, mais il n'y a pas que la cognition. L'émotion joue aussi beaucoup, et cette image est pour vous montrer que malgré tous les efforts que cette dame fait pour attirer l'attention de ce monsieur et son regard, eh bien, il y a des facteurs émotionnels qui font que ce monsieur ne regarde pas ce que son épouse veut lui montrer, et par conséquent, là aussi, nous rencontrons pour la première fois l'émotion. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il n'y a pas que l'information, mais l'émotion peut intervenir. Alors, la décision de regarder, eh bien, elle est sous-tendue dans le cerveau par des mécanismes extraordinairement remarquables, très spécialisés, qui sont étudiés actuellement par les neurophysiologistes. Et nous connaissons actuellement un très grand nombre des structures du cerveau qui commandent les mouvements des yeux, soit des mouvements automatiques, soit les mouvements qui sont produits par la volonté, par la mémoire, etc., situés soit dans les structures sous-corticales profondes, soit dans les structures, le cortex visuel, d'autres cortex, pariétal, etc., et le cortex frontal ici. Donc nous connaissons maintenant, grâce à des études chez l'animal, chez les patients, l'IRM fonctionnel, ces circuits. Qu'en est-il de la décision de regarder ? Eh bien, on va faire la petite expérience qui va être, je crois, facile pour ceux qui sont devant. Je vais vous demander de regarder ces 3 points, ici, mais surtout de fixer le point central. Donc soyez assez aimable pour ne fixer que le point central. Regardez bien et ne bougez pas. Vous voyez qu'il y a 2 autres cibles. Alors, je vais vous montrer une flèche. Ne bougez pas, regardez bien le point central. Ça vous dit, vous allez faire un mouvement de l'œil vers la gauche. C'est-à-dire, vous allez faire tout à l'heure un mouvement de l'œil vers la gauche. Bien, là, fixez le point central et rappelez-vous ce que vous allez faire, à savoir faire un mouvement de l'œil vers la gauche. Maintenant, faites-le. Alors, on recommence. Fixez, préparez, rappelez-vous, pof, à gauche. D'accord ? Maintenant, ça, c'est le contrôle. Deuxième expérience, fixez, préparez. Alors là, vous avez le choix en fonction de vos opinions politiques ou d'autres.
de faire une saccade à gauche ou à droite. Donc vous préparez, fixez, rappelez-vous la décision que vous avez prise, parce que là, vous avez pris une décision. Vous avez voté à gauche ou à droite. Et puis, exécutez ce que vous avez décidé de faire. On recommence. Fixez, décidez, choisissez, fixez, exécutez. Alors voilà ce qui se passe quand on va dans une machine d'IRM fonctionnelle. C'est un travail que nous avons fait à l'hôpital de la Salpêtrière avec nos collègues de la Salpêtrière, les neurologues et les spécialistes d'imagerie. Lorsque on exécute simplement la saccade, ce que vous avez fait au début, on active des aires dans le cortex cérébral qui sont des aires dans le cortex moteur. C'est ces petites zones qui vont aller commander le mouvement. Et puis, il y a une petite zone ici qui se situe au milieu, qui est très intéressante. C'est une zone qui prépare le mouvement. Et puis, il y a une zone à l'arrière du cortex, ici, sur le cortex pariétal, qui est une zone de réception des informations visuelles. Mais vous voyez, tout se passe en arrière, dans ces zones motrices. Lorsqu'on prépare, vous voyez apparaître d'autres activités, notamment une activité ici, sur le cortex orbitofrontal, qui est une zone que je vous remontrerai tout à l'heure, qui est très importante dans la préparation et dans les décisions, déjà, et nous en parlerons dans un petit moment. Et puis, lorsque je vous ai demandé de décider, vous voyez apparaître toute cette activité frontale et préfrontale ici, qui est complètement absente ici. C'est bien avec cette partie du cerveau qu'on réfléchit et qu'on prend des décisions. Et ça, l'imagerie cérébrale aujourd'hui le montre, et nous avons maintenant toute une science qui permet d'analyser ça. Et ça n'est pas étonnant si c'est avec cette partie-là du cerveau que nous prenons des décisions. C'est parce que, par exemple, lorsque vous regardez mon visage ou cet écran, dans les parties visuelles de votre cerveau, déjà, l'image de mon visage est complètement décomposée en morceaux. Vous voyez la lumière, la forme, le mouvement. Puis peu à peu, le long d'une voie que nous appelons la voie temporale, ici, qui va depuis le cortex visuel jusqu'au lobe temporal, peu à peu, mon visage est reconstruit. C'est-à-dire que c'est une voie vers laquelle se reconstruit mon identité, les objets. C'est-à-dire c'est la voie qui reconstruit l'identité de l'objet dans son ensemble. Et puis, il y a une deuxième voie qui, elle, va du cortex visuel par la partie supérieure du cerveau vers le cortex frontal, ici, que nous appelons la voie dorsale. Elle dit où je suis. C'est-à-dire quand vous me regardez, eh bien, le long de cette voie, peu à peu, sont traitées les informations de l'espace, où je suis par rapport à cette table, etc. Donc c'est la voie du quoi, en bas, et la voie du où, en haut. Donc il y a une espèce de séparation de fonctions, mais c'est bien au niveau du cortex préfrontal ici, dans cette partie-là du cerveau, que toutes ces informations rassemblées par le cerveau, qui a décomposé tout ça en éléments, sont rassemblées et que peut être fait une synthèse. Et je vais vous montrer dans un moment que c'est aussi là que converge le cerveau des émotions. Et c'est aussi là que les décisions vont être prises en partie en fonction pas seulement de ce qu'on voit dans le monde, de ce qu'on perçoit ou de ce qu'on veut percevoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais aussi en fonction de ce que dit le cerveau des émotions. Alors, on a actuellement des mathématiciens, des neurophysiologistes, des gens qui sont des spécialisés dans l'imagerie cérébrale, qui construisent des schémas, des modèles mathématiques même, ou autres, du fonctionnement du cerveau. Voici un très joli schéma qui a été fait par Étienne Quéclin. Étienne Quéclin dirige un labo à l'École normale actuellement. C'est un homme tout à fait typique de ce que nous appelons actuellement le profil des sciences de la cognition. Étienne est économiste, il est polytechnicien, ensuite il a fait des études d'économie, et ensuite il a fait de la neurophysiologie, et il fait maintenant des études d'imagerie cérébrale, donc au confluent des disciplines, parce que, comme vous le voyez, c'est bien ce que la compréhension du cerveau exige, cette confluence. Alors voilà le modèle d'Étienne. Là, on retrouve une boucle qui est une boucle stimulus-réponse, c'est-à-dire je vois quelque chose, je réagis, avec une BA6, c'est simplement une petite étiquette que les anatomistes ont mis pour indiquer la partie du cerveau qui est la partie motrice, qui commande les mouvements. Et ce que dit ce schéma, c'est que le cerveau, en plus de cette espèce de boucle à perception-action, prend en compte dans une autre zone du cerveau le contexte externe, ce qui se passe dans l'environnement, et puis une autre aire, l'aire 46, qui est l'aire dorsolatéral préfrontale, elle est ici à peu près,
Donc tout ça correspond à des aires, à des zones du cerveau réelles. Le cortex latéral qui est impliqué dans la mémoire des événements passés, mais aussi la mémoire dite à court terme. Quand vous essayez de vous rappeler un numéro de téléphone, eh bien, vous savez que vous pouvez vous rappeler ce numéro de téléphone pendant un moment, la mémoire de travail. Et cette aire, elle est extrêmement importante pour prendre dans la mémoire à long terme des choses et puis l'amener pour éventuellement contribuer à la décision. Et nous en parlerons dans un moment. Et puis, il y a une autre aire qui s'appelle BA10, qui est justement cette petite aire que nous avons vue activée tout à l'heure quand vous avez préparé une décision, qui est ici, qui est une aire extrêmement intéressante parce qu'elle établit la hiérarchie des buts et des sous-buts. Elle dit, bon ben voilà, pour aller à Aubervilliers, je peux prendre le métro, mais je pourrais aussi aller en voiture, ou je peux aller à pied, mais si je vais à pied, etc. C'est une aire qui est spécialisée dans ce travail de branchement logique, de réflexion, qui est justement ce qui permet d'aller cheminer, d'une certaine façon, dans différentes solutions. Et vous voyez, bon, ça c'est un schéma, il y a d'autres modèles. Comment on arrive aujourd'hui à essayer de relier le fonctionnement du cerveau avec l'ensemble de ces opérations qui permettent de prendre une décision, qu'elle soit bonne et mauvaise. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais comme le temps est quand même compté, je voudrais maintenant vous parler des émotions. Et comment est-ce qu'on peut, dans tout cela, intégrer le cerveau des émotions ? D'abord, moi, je ne pense pas que l'émotion, c'est simplement pour réagir. L'émotion, pour moi en tout cas, c'est un des outils qui a été mis au point par l'évolution pour à la fois prendre en compte ce qui était dans le passé, mais aussi prévoir le futur. Être en colère, c'est d'une certaine façon me préparer à réagir, être heureux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une réaction, c'est en même temps mettre mon corps, mon esprit, mon cerveau dans un état qui lui permet d'envisager, dans une situation difficile, l'action future. On pourra en discuter si vous voulez. Je lance cette idée comme ça. Alors, le cerveau des émotions, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, eh bien voilà un schéma. Bien sûr, tout ça est très simple. Je vous ai parlé jusqu'à présent du cerveau cognitif. Je vous ai parlé du cortex visuel, du cortex pariétal, je vous ai parlé du cortex frontal ou un peu du cortex préfrontal. Mais tous les traitements d'information dont j'ai parlé sont là. Mais nous avons en même temps tout ce système du cerveau des émotions sur lequel je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais qui est extrêmement important. Nous savons aussi qu'il y a une multitude d'émotions. Il n'y a pas simplement quelques émotions canoniques, la joie, la peur, la tristesse, la colère. Les psychologues se bagarrent pour savoir s'il y en a 4 ou 6 ou 8 qui sont en quelque sorte fondamentales, qui forment un répertoire de base. Et je vous recommande à tous la lecture du livre merveilleux de Darwin, qui était sur l'expression des émotions, qu'il avait vu. Bon, il y a tout un répertoire, évidemment, une merveilleuse combinatoire des émotions qui s'est développée, mais nous n'avons pas le temps de regarder cela, mais il y a malgré tout des émotions de base. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux parties du cerveau qui sont très importantes pour les émotions et qui prennent part dans ce processus de la décision qui est notre sujet d'aujourd'hui ? Il y en a une en particulier qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est un centre dans le cerveau qui est ici, qui est situé au fond du cerveau. Alors je précise tout de suite que ce n'est pas les amygdales, n'est-ce pas ? Bon, simplement pour lever l'ambiguïté. Ça s'appelle l'amygdale. Alors c'est une structure extrêmement importante. Clever et Bussy, à la fin du 19e siècle, ont découvert le rôle très important parce qu'ils ont fait des lésions chez le singe de cette structure. Et ils ont découvert que lorsque les singes étaient en face d'un serpent, au lieu d'avoir peur, le singe commençait à jouer avec le serpent. Autrement dit, tout de suite, on a compris, enfin ceux qui ont fait des expériences là-dessus, que cette structure était extrêmement importante pour donner de la valeur aux éléments perçus. Il y a des entrées visuelles. Autrement dit, lorsqu'on voit un visage, l'information sur le visage ou un objet, ou quand on voit dans la forêt quelque chose qui se déplace et qui bouge et qui ressemble à un serpent, très rapidement, en moins de 70 millisecondes, c'est-à-dire une fraction de seconde, l'information sur cet objet est envoyée à la structure qui immédiatement dit danger, ou au contraire, c'est bon. C'est une structure qui a pour métier d'identifier extrêmement rapidement la valeur
positives ou négatives des événements, des choses. Et lorsqu'on voit quelqu'un pour la première fois, quand vous avez vu mon visage pour la première fois, pof, vous avez eu une impression. Et vous savez que cette impression de la première fois, elle reste. Elle reste éventuellement toute la vie. La première impression d'un visage, la première impression qu'on a d'un lieu, reste souvent. Et c'est l'amygdale qui a cette propriété tout à fait extraordinaire. Les neurophysiologistes actuellement étudient. C'est dans les fondements même du fonctionnement moléculaire des neurones dans cette structure qui lui permet de faire ce one-shot, cette identification d'un coup, très rapide, et qui reste très longtemps. Et lorsqu'on voit par exemple cette chose qui se déplace dans la forêt, qui bouge, c'est elle qui fait la réaction de peur. Et puis, en même temps, le cerveau va utiliser ses voies temporales d'identification et éventuellement, il va dire « Ah ben non, ce truc-là, il n'a pas une tête triangulaire, il a une tête ronde, donc c'est une couleuvre. » Et au lieu d'avoir peur, l'analyse cognitive de cette chose fait que vous allez ramasser la couleuvre, vous le mettez dans un bocal et vous le ramenez à votre enfant ou petit-fils ou ami, au lieu d'avoir pris la vipère pour la donner à votre meilleur ennemi. Donc l'amygdale est extrêmement importante et je vais dire dans un instant un de ses rôles dans les relations sociales. Et puis il y a une deuxième structure qui est le cortex orbitofrontal, ici, sous la paupière, et qui lui a un rôle extrêmement important qui est celui de vous faire changer d'opinion. C'est-à-dire que les neurones dans cette structure sont capables, ça a été montré par exemple par Edmund Rawls chez le singe, par des enregistrements neuronaux qui sont faits chez l'animal, parce que nous ne pouvons pas comprendre le fonctionnement du cerveau si nous ne pouvons pas enregistrer ces neurones. Maintenant, on peut le faire chez l'homme, nous le faisons même avec nos amis chez des patients épileptiques qui ont des électrodes implantées maintenant. Nous savons que si par exemple vous donnez à un singe une banane, il dit c'est bon. Et puis si vous mettez du sel sur la banane, il va la manger, il trouvera c'est mauvais. Mais si vous lui redonnez une banane bonne, eh bien éventuellement il pourra inhiber la réaction de refus qui sera produite par l'amygdale ou par son système gustatif et dire non c'est bon. Autrement dit, ce système, cette structure est extrêmement importante dans ces changements de valeur, d'une certaine façon. Et vous voyez que ce cortex orbitofrontal, il est près du cortex préfrontal dont je parlais tout à l'heure. Et ça ne vous étonne pas s'il y a ici donc cette contribution de ce système émotionnel d'analyse de la valeur à ce système cognitif. Et ce qui est aussi extrêmement important, c'est que tous ces systèmes sont tous innervés par les mécanismes comme ceux qui ont été étudiés par le professeur Glowinski dans son laboratoire, qui sont les mécanismes de la dopamine, mais aussi des autres grands systèmes neuromodulateurs. Et en effet, je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais il faut savoir que ce dialogue entre le cerveau des émotions et le cerveau de la cognition est en quelque sorte, passe par la médiation de ces grands systèmes chimiques de neuromodulation qui eux-mêmes sont aussi liés aux grands systèmes neuroendocriniens, etc. Donc vous voyez évidemment. Alors, l'amygdale. Pareil, un autre exemple. C'est important dans les relations sociales. Une très jolie expérience a été faite par nos amis anglais, et avec Nathalie Georges, qui est une jeune étudiante, mais qui est à Paris maintenant à la Salpêtrière, sur le contact avec le regard. Et ils ont montré que si je ne vous regarde pas, eh bien, votre amygdale, ni la mienne d'ailleurs, ne sont activées. Mais si tout d'un coup, je commence à regarder ce monsieur, tout d'un coup, votre amygdale, cher monsieur, et la mienne se sont activées. Autrement dit, si je regarde chacun d'entre vous, je peux allumer toutes les amygdales dans cette salle. On peut éteindre toutes les lumières. C'est-à-dire que le contact par le regard implique immédiatement le cerveau des émotions. Et dans certaines tribus en Amérique du Sud, une jeune fille, si elle regarde un jeune homme, c'est qu'elle accepte de l'épouser. Et vous savez que dans certaines cultures asiatiques, etc., par exemple, l'évitement par le regard est une chose importante. Et vous savez peut-être aussi que l'évitement du regard est une des caractéristiques de l'autisme. Et il y a un certain nombre de maladies psychiatriques qui se caractérisent dans la difficulté de la communication sociale par cette difficulté de partager le regard. Autrement dit, partager le regard, c'est immédiatement associer le cerveau cognitif avec le cerveau des émotions. C'est immédiatement faire intervenir ce jeu de valeurs, d'estimation réciproque, qui est si important et qui va intervenir
dans la décision. Je ne vais pas prendre la même décision si, monsieur, je m'approche de vous pour soit vous faire du bien, soit du mal, ou si je vous regarde. Et comme vous le savez, dans les relations sociales, ceci est extrêmement important et nous en avons tous l'expérience pratique. Et cet échange par le regard, mais aussi cette contribution, cette coopération entre cerveau cognitif et cerveau des émotions dans la décision est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet aujourd'hui de réévaluer des théories qui avaient été proposées concernant certaines maladies, notamment le syndrome de Capgras. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome de Capgras ? Eh bien, un enfant prend son vélo et il tombe sur la tête, par exemple. On l'emmène à l'hôpital, il a une lésion, mais il peut revenir à la maison. Et il revient à la maison et il dit à son père, « Tu ressembles à mon père, mais tu n'es pas mon père. Tu es un imposteur. Tu as l'identité de mon père, mais tu n'es pas mon père. » Alors, nos amis et collègues psychanalystes ont proposé des interprétations de ce genre de déficit. Par exemple, cet enfant peut avoir vu ses parents faire des choses qu'il n'aurait pas dû voir, ou bien il a un Oedipe majeur. Et par conséquent, il en veut à son père, et à un moment donné, il conteste l'identité de son père. Et il est très possible, vous voyez comme je suis prudent au cas où il y aurait des psychanalystes dans la salle, il est très possible, et puis je ne veux pas mettre non plus ni le théâtre ni la mairie d'Aubervilliers dans des difficultés à cet égard, il est possible qu'il y ait, bien sûr, des composantes importantes dans ce type de relation et de vécu chez l'enfant. Mais les neurosciences modernes, à l'allure de ce que je viens de vous dire, si j'ai été clair, donnent une autre explication, qui n'est pas exclusive, mais qui est complémentaire. Et l'explication est la suivante. Lorsque l'enfant a une lésion, qui peut être pharmacologique, qui peut être d'interruption des fibres, qui peut être une lésion parce qu'il y a eu un saignement quelque part, d'une structure cruciale pour mettre en relation l'analyse du visage du père par la voie temporale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va de l'image, quand l'image du père se projette ici dans le cortex visuel et qu'elle est ensuite transmise le long du circuit temporal et qu'elle établit l'identité, tu es mon père, c'est la photo d'identité qui reconstruit le visage tel qu'il était mémorisé, et l'autre analyse qui est faite, par exemple, à partir de l'amygdale, par le système des émotions, parce que normalement, ces deux systèmes travaillent ensemble. Si ces deux systèmes ne peuvent pas combiner leurs informations, l'enfant peut dire « tu es mon père, tu as l'identité, mais je ne reconnais pas en toi tous les aspects affectifs où tu n'es pas complètement mon père ». Et donc, voilà une piste, si vous voulez, qui permet aujourd'hui de réinterpréter des pathologies comme celle-là à la lueur de ces théories. C'est une décision de dire « tu es mon père, tu n'es pas mon père », d'identifier les choses. Voilà, c'est simplement, je voulais vous donner cet exemple. Alors, ce système des émotions, on le trouve évidemment impliqué chez les patients déprimés. Vous voyez encore une fois ce que l'imagerie cérébrale révèle, c'est cette activité ici. On le trouve activé, j'en ai parlé tout à l'heure, dans cette structure du cortex orbitofrontal, donc qui est impliqué dans l'opinion et dans le changement d'opinion. Et des données récentes de l'imagerie cérébrale, beaucoup d'expériences sont faites actuellement pour réanalyser des comportements complexes, sociaux, mais aussi à la lueur de ces découvertes. Par exemple, il y a depuis quelques années un nouveau courant qui s'appelle la neuroéconomie, mais en fait, c'est une analyse des processus de décision dans des jeux d'argent. Alors, c'est un sujet, comme vous savez, d'actualité. Et on sait que cette zone ici, du cortex orbitofrontal, est activée et très importante pour la prise de risque à la bourse ou ailleurs par les gens qui jouent dans les jeux d'argent. Donc aujourd'hui, il y a une coopération extrêmement intéressante en fait entre les économistes qui ont des théories et des expérimentations sur les gains financiers et les neurophysiologistes. Et ces coopérations, je le précise, ont commencé avant la crise financière, mais finalement tout ça, et c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a eu cette espèce de développement formidable de cette neuroéconomie depuis 5 ans finalement. L'histoire a par moments des rencontres, en quelque sorte, entre l'analyse de l'expérience de l'homme et les faits sociaux.
Il y a aussi des choses extrêmement importantes, intéressantes, qui sont faites actuellement sur les confabulateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un confabulateur? Ça va, je ne vous ennuie pas? Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un confabulateur? Nous sommes tous un peu des confabulateurs. C'est-à-dire, on ne dit pas toujours exactement, on ne se rend pas compte toujours de la réalité. Bon, on aime bien. Hein. De temps, enfin, moi j'aime bien, mais bon. En tout cas, mes filles, surtout, me disent souvent, me corrigent quand je ne suis pas vraiment adapté à la réalité. Elles me disent, mais non, ce n'est pas vraiment ça. Donc, on confabule tous un peu, mais un confabulateur, c'est un patient, par exemple, qui est avocat, qui est à l'hôpital, et qui se lève de son lit, qui sort de l'hôpital et qui dit « j'ai un rendez-vous ». Et oui, il avait un rendez-vous, mais c'était il y a un mois. Ou bien c'est une maman qui est sur son hôpital, qui n'est pas malade, et qui dit tout d'un coup au médecin « je dois sortir, je dois donner le biberon à mon bébé ». Oui, elle a un bébé, mais il a 40 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui confabulent et qui ont du mal à prendre la mémoire des événements passés et à la réactualiser dans le présent. Parce que pour prendre une décision de comportement, qu'elle soit de tous les jours ou qu'elle soit une décision importante, il faut prendre en compte les événements passés, le contexte, etc. Mais il faut choisir dans cet immense réservoir, dans cette immense bibliothèque que nous avons à notre disposition de nos mémoires, des événements passés, de la culture. Et il faut choisir ce qui est pertinent pour l'action présente. C'est une actualisation et les philosophes, que ce soit Bergson ou tous les philosophes et les psychiatres, ont travaillé beaucoup sur ce jeu tout à fait extraordinaire qui existe entre le passé, le présent et le futur. Et je vous réfère aussi, pour ceux qui y sont intéressés, je ne sais pas s'il y a des étudiants de philo ici, à la philo, à tout le travail qu'a fait Husserl sur rétention-protention, sur ce jeu. Au fond, notre vie et même notre identité, je vais faire mon cours au collège cette année sur l'identité, toute notre vie passe son temps à une espèce de mouvement permanent entre le passé, le présent. Il projette le passé sur le futur et le présent n'est au fond qu'un transitoire. J'ai eu un étudiant japonais dans mon laboratoire pendant 3 ans et après 3 ans, je lui ai dit au fond, Kaoru, quelle est la différence principale que tu as pu voir entre le Japon et la France? Il m'a dit 2 choses. D'abord parce que quand j'entre dans un magasin, les vendeuses passent leur temps à parler et pendant un quart d'heure me laissent, et c'est une chose inconcevable au Japon. Mais deuxièmement, il m'a dit, mais la différence fondamentale, c'est que pour nous, la vie est une étincelle. Et pour vous, vous avez l'impression que ça dure, mais nous, au Japon, la vie pour nous est une étincelle. C'est quelque part, c'est un moment transitoire entre le passé et le futur. C'est tout à fait intéressant. Et ça m'a amené à dialoguer avec mes amis japonais de façon très différente. Alors, les confabulateurs. Eh bien, notre ami neurologue Schneider, que j'ai d'ailleurs invité à revenir cette année au collège pour ce cours sur l'identité, a découvert que ces patients qui ont du mal à prendre la mémoire du passé et à l'actualiser ont justement un déficit dans cette partie du cortex orbitofrontal, qui n'est, comme vous le voyez, pas seulement impliqué dans le changement d'opinion, mais il est aussi impliqué dans des tas d'autres affaires. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on découvre que ces aires que je vous montre sous la forme de grosses taches sont en fait composées d'une multitude de petites aires qui sont en réseau avec d'autres grands systèmes et qui ont chacun des fonctions extrêmement intéressantes. Une autre chose extrêmement importante quand on prend une décision, c'est que avant de prendre une décision, en général, on fait un pari ou on prend une décision et puis, à un moment donné, on évalue la différence entre ce qu'on espérait et puis ce qu'on obtient. C'est vrai dans les jeux d'argent, mais c'est vrai dans la vie en général. On attend quelque chose et puis ensuite, on a autre chose et on évalue. Eh bien, l'évaluation de l'erreur ou de la différence entre le résultat espéré et le résultat obtenu est une fonction spécialisée aussi dans le cerveau par une structure qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est une partie du cerveau qui est profonde, qui est ici, là, quelque part en dessous, dans la partie du cortex frontal, et qui est une zone extraordinairement importante parce que, d'une certaine façon, elle fait, je vais presque employer un mot franglais, le monitoring, mais ce n'est pas le bon mot. Elle contrôle un peu beaucoup de procédures, elle compare. Ça a l'air d'être une zone, tout ça est un peu caricatural,
mais c'est en gros vrai. C'est une zone qui a l'air d'être impliquée dans la comparaison à la fois de ce que le cerveau attend et de ce qu'il obtient, mais aussi du fonctionnement interne du cerveau et de ce qui se passe à l'extérieur. C'est un contrôleur, en quelque sorte. C'est un contrôleur qui joue un rôle de vigile, de comparateur entre des processus internes d'anticipation, de prédiction, et les processus externes de ce que le monde nous donne, qui est évidemment une chose extrêmement importante qui existe dans toutes les entreprises et dans tout le monde du travail, et il faut comparer. Je voudrais aussi tout de suite dire, et en particulier, les données d'imagerie cérébrale, comme celle-ci, qui est ici sur cette image, suggèrent que le choix de décision à haut risque active particulièrement le cortex orbitofrontal et le cortex singulaire antérieur. Suivant les décisions prises, ces régions sont coactivées avec différentes régions du cerveau, etc. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent des décisions risquées, pas seulement à la bourse, mais les gars qui sont, ou les filles qui sont, parce qu'il y a peut-être des filles aussi qui prennent le périphérique à l'envers en moto. Je veux dire, la décision à haut risque est un comportement qui est normal et à la limite qui conduit souvent au succès, parce que sans risque, comme par exemple celui de parler à Aubervilliers, on ne peut pas bien vivre, voilà, on n'est pas heureux. Mais il y a des gens qui sont risk-prone, c'est-à-dire qui sont au-delà de la capacité normale de prendre des risques. Eh bien, vous voyez qu'on retrouve encore cette partie du cerveau qu'on ne peut pas appeler vraiment cerveau des émotions, c'est vraiment une partie du cerveau qui prend en compte la valeur, le risque, des choses comme ça, et qui complète les évaluations faites par le cerveau cognitif dont j'ai parlé dans la première partie de mon exposé. Et je vous montre cette image parce que c'est la première image qui a été faite en 2001, donc il y a 7 ans, par la première coopération de Daniel Kahneman, qui était donc ce psychologue qui a eu le prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, avec des spécialistes de l'imagerie cérébrale. Et ils ont fait un jeu de roulette, un jeu de loterie en quelque sorte, de gains financiers. Ils ont fait jouer aux gens à la loterie. Et ils ont regardé les structures qui étaient appliquées dans ces prises de décision. Bon, c'est pas nécessaire de regarder les détails. Mais ils ont montré 2 choses. D'abord, vous ne pouvez pas très bien le voir, mais je vous l'indique ici. Vous voyez que les zones qu'ils ont trouvées activées pendant ces jeux de roulette, c'est toutes ces zones qui sont là du cortex des émotions. Et en particulier, ils ont retrouvé aussi cette courbe sur laquelle je n'ai pas le temps d'insister, mais si jamais il y a un ou 2 spécialistes dans la salle, ça les amusera, qui étaient les courbes qu'avaient montrées Kahneman et Tversky il y a 40 ans, et qui, si l'homme était un décideur rationnel, cette courbe, pour être simple, devrait être une ligne droite. Et Kahneman et Tversky avaient montré il y a très longtemps qu'en fait, en mettant en relation l'évaluation subjective, etc., eh bien, on obtenait ces déviations. Et ils ont retrouvé dans l'activité cérébrale, dans les modulations de l'activité cérébrale, quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez, on est là aux frontières d'un essai qui est fait actuellement par les gens des neurosciences pour retrouver des données comportementales sur la façon dont éventuellement l'homme s'écarte de la décision. Alors, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on va refonder une théorie de la décision, mais ça veut dire qu'au moins on commence à travailler ensemble et c'est déjà beaucoup. Et je voudrais terminer. Voilà, 10 minutes, ça va ? Hein ? Oui ? Ça va ? C'est bon ? Bon, très bien. Non, pas. Alors, par un dernier aspect sur ce que j'appelle les chemins de la décision. Il y a très très longtemps, chez les Grecs déjà, que les hommes ont découvert qu'ils pouvaient utiliser l'espace pour raisonner ou pour la mémoire. Et déjà, depuis les Grecs, mais en particulier aussi au Moyen-Âge, ça s'est beaucoup développé, on a utilisé des palémentaux ou des arbres ou des échelles ou des jardins pour stocker des choses. Les moines ont beaucoup élaboré et je vous recommande la lecture du livre de Francis Yates, qui est quelque part en dessous de l'écran, la référence, qui s'appelle « Les arts de la mémoire ». Et elle a fait un livre remarquable dans lequel elle résume ces techniques. C'est-à-dire qu'il est possible
de construire un palais mental et d'aller stocker dans ce palais, dans des chambres, par exemple des listes de noms, ou des listes de plantes, ou des concepts, où les moines, par exemple, stockaient des versets de la Bible, ce qui permettait, et c'est là-dessus que Marika Rutters, qui a fait un autre livre tout à fait passionnant, a insisté, ça permettait de faire un sermon différent tous les dimanches. Parce qu'on pouvait aller stocker des textes et puis les combiner de façon différente, c'est-à-dire qu'on pouvait changer les chemins. C'est ce que j'appelle les chemins de la décision, les chemins de la connaissance. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Donc l'espace joue un rôle important dans notre capacité d'aller prendre une décision. Et j'ai déjà parlé tout à l'heure de cette structure ici, BA10, qui est impliquée dans l'arborisation des décisions. On va aller à Aubervilliers en métro ou en train, etc. Je construis une espèce d'arbre de décision. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de suggérer que les zones du cerveau qui sont impliquées dans la perception de l'espace et dans notre navigation dans le monde sont impliquées dans notre capacité d'aller stocker des informations et ensuite de les utiliser, de les combiner pour prendre une décision. Parce que prendre une décision complexe, c'est être en face d'une multitude de faits et ensuite les combiner, les agencer. Et c'est pour ça que nous nous intéressons beaucoup au laboratoire, aussi à ces stratégies. Et je vais vous demander, par exemple, de vous rappeler le chemin que vous avez fait depuis l'entrée de ce théâtre. Et vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez vous rappeler les mouvements que vous avez faits, n'est-ce pas ? Je suis allé à gauche, je suis monté. Votre corps, vous pouvez impliquer votre corps, la kinesthésie. Et puis les gens que vous avez rencontrés, vous avez une porte, des expériences, la mémoire des épisodes. Mais vous pourriez aussi avoir une carte du théâtre et vous rappeler vos chemins sur la carte. C'est deux stratégies pour vous rappeler aussi de votre chemin de votre maison jusqu'ici. Une stratégie que nous appelons de route, égocentrée. C'est vous qui vous rappelez votre mouvement, le monde que vous avez vu, de votre ego, à partir de vous-même. Topo kinesthésique, parce que ça implique la kinesthèse, la proprioception, la vision, etc. Mais vous pourriez aussi avoir cette mémoire en survol, que nous appelons dans notre jargon allocentré, topographique. C'est ce que vous faites quand vous préparez votre voyage ou quand on décide d'aller d'Aubervilliers au Collège de France et qu'on regarde la carte de Paris. Ça permet d'abord de choisir son chemin, mais ça permet une autre chose extrêmement intéressante, qui est importante dans la décision, c'est que ça permet de choisir d'autres chemins. Et surtout, ça permet de revenir en arrière. Ça permet de faire de la géométrie. Ça permet de manipuler. Ça permet de, comme disent les gens qui sont spécialistes de la décision, de prendre de la distance, de regarder de haut. Et les décideurs sont des gens qui sortent du flux des événements et qui regardent la situation d'en haut. Voilà pourquoi moi je trouve extrêmement intéressant, et c'est pour ça qu'on y travaille en ce moment au laboratoire, d'étudier ces différentes stratégies cognitives, parce que la capacité de prendre des décisions avec une certaine distance, on parle d'auteur de vue d'ailleurs, et c'est ça l'hypothèse de neurosciences, est liée à cette capacité qu'a notre cerveau d'analyser une situation de deux façons. Et ce que nous avons montré avec des expériences en imagerie cérébrale, c'est qu'en réalité, ce sont des systèmes différents dans le cerveau qui sont impliqués lorsque vous vous rappelez votre chemin et lorsque vous vous rappelez une carte, des structures qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines pathologies. Quand on se rappelle simplement son chemin égocentré, on active un réseau pariéto-frontal ici, principalement à droite d'ailleurs, qu'on retrouve dans certaines grandes maladies comme la négligence. Les gens qui ont une lésion là ne perçoivent que la moitié du monde, ils n'habillent que la moitié de leur corps, ils ne mangent que la moitié de choses dans leur assiette. Et lorsque on réfléchit aux cartes, etc., on active tout ce réseau, et en particulier des structures dans le lobe temporal et des structures qui font des changements de coordonnées. Et ce qui est intéressant pour nous actuellement, c'est qu'il y a dans tous ces processus aussi de prise de décision, de très grandes différences entre chacun d'entre nous, déjà entre les hommes. Certains d'entre nous sont plus visuels, plus corporels, etc. On sait, bien sûr, au cours de l'évolution, au cours de l'ontogenèse. Mais il y a de grandes différences entre les hommes et les femmes. C'était un sujet qui était inabordable il y a une dizaine d'années.
c'était très difficile, non politically correct, disaient les Américains. Mais nous savons aujourd'hui que les hommes et les femmes ne traitent pas ces problèmes de la même façon. Par exemple, dans un jeu de labyrinthe virtuel, eh bien, voilà un papier publié dans Nature Science il y a quelques années, et nous en avons plusieurs dans le laboratoire actuellement. Vous voyez que les femmes activent plutôt ce réseau pariétofrontal. Elles sont d'ailleurs meilleures à ces tâches de description de trajets égocentrés, de tâches de prise en compte multitâches. Et les hommes préfèrent et activent préférentiellement ces zones impliquées dans la perception de cartes, etc. Et là aussi, on retrouve le cerveau chimique ou le cerveau des émotions, parce que pour les dames, la perception de l'espace et le traitement de l'espace varient au cours du mois, au cours du cycle menstruel, c'est-à-dire avec les estrogènes. Et chez nous, les hommes, ça peut varier entre le matin et le soir, et entre l'hiver et l'été. Et je mentionne ça parce que c'est maintenant un sujet d'étude extrêmement scientifique, extrêmement intéressant, aux frontières entre la neuroendocrinologie, la biochimie et les aspects cognitifs, et qui évidemment, encore une fois, a des impacts pour comprendre un très grand nombre de pathologies de l'espace, l'agoraphobie, toute une série de choses. Il y a un nouveau regard, en quelque sorte, qui est permis grâce à ça, concernant les pathologies, mais aussi peut-être l'éducation. Parce que ça veut dire que notre bonne école qui veut enseigner la géométrie, les mathématiques et tout ça, avec une seule méthode et toute la même pour tous les enfants et tout le monde, eh bien, il faudra sans doute en revoir les fondements, parce que non, c'est pas vrai. Nous n'avons pas tous la même façon d'appréhender l'espace, d'apprendre les choses, et des tentatives comme fait Charpak, par exemple, pour la physique, de retrouver ses expériences personnelles, seront sans doute à l'avenir aussi étendues à d'autres. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer un petit peu l'impact possible entre ces découvertes-là et nos problèmes de la vie sociale de tous les jours. Et puis, je vais terminer par là. Il y a aussi le problème de la différence entre la latéralisation, le cerveau gauche et le cerveau droit. Nous savons que c'est une vieille histoire dans laquelle la littérature de neuropsychologie est extrêmement abondante et sur lesquelles les discussions ne sont pas terminées, comme toujours, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais en gros, nous savons maintenant que le cerveau droit est plutôt impliqué, en ce qui concerne l'espace, dans les aspects globaux, métriques, disent les spécialistes, de la perception de l'espace. C'est l'hippocampe droit qui est impliqué dans la mémoire spatiale en carte. Et il a une vue d'ensemble, la mémoire topographique, des lésions souples, peut-être aussi la créativité. Certains de nos amis neuropsychologues disent que c'est le cerveau qui fait les lésions souples entre les concepts, la pensée magique, d'une certaine façon. Alors que le cerveau gauche, c'est celui du langage, des détails, du séquencement des actions. Nous avons des travaux en ce moment avec les neurologues, à la Salpêtrière, le professeur Bolac, sur les patients qui ont des lésions hippocampiques et qui ont des déficits dans la capacité de se rappeler la succession des événements, la succession des objets qu'ils ont rencontrés, l'ordre, mais peut-être pas de vue d'ensemble. Donc là aussi, il y a un travail extrêmement intéressant parce que, en ce qui concerne les émotions, nous savons aussi qu'il y a une latéralisation. Le cerveau droit en particulier est plus impliqué dans un certain nombre d'émotions. C'est peut-être pas étonnant parce que ça donne une espèce de contexte général, mais il y a des émotions qui impliquent le cerveau gauche. Donc ne pas oublier non plus ceci. Et cette coopération entre les deux cerveaux est aussi un très joli sujet actuellement parce que mieux comprendre ça, c'est aussi mieux comprendre des lésions, des difficultés dans la coopération de ces deux parties importantes de nos... Et puis alors je termine en vous disant que tout ce que je vous ai raconté, évidemment, c'est extrêmement important dans le problème général des interactions avec autrui. Et il y a actuellement, puisque se comprendre, éviter la violence, éviter le fanatisme, et nous avons à cet égard fait au Collège de France avec Carlo Ossola et nos collègues au mois de juin un grand colloque sur la pluralité interprétative, c'est-à-dire les fondements de la tolérance finalement, la capacité d'interpréter avec plusieurs points de vue qu'on retrouve cet aspect spatial. Donc il y a maintenant un champ extrêmement intéressant qui est en train de se développer à l'interface entre psychiatrie et psychologie sur tous ces mécanismes qui mêlent donc la prise de décision, la perception. Et vous voyez qu'il y a du boulot, et en particulier pour les jeunes qui sont là. On serait très très heureux si vous veniez
vous joindre à nous pour cette aventure, mais les moins jeunes aussi. Merci beaucoup de votre attention.